Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Ma décision est prise et puis je vous annonce en primeur que le 21 juin, qui est la veille de la Saint-Jean, de la fin de semaine de la Saint-Jean, et la journée internationale des Autochtones, la nationale des Autochtones, pour moi c'est important, c'est de l'inclusion, c'est de la réconciliation. Je vais annoncer à Québec ma décision finale. Ça sent carrément, bon. Ça sent Denis Coderre qui va embarquer dans la course. Ça sent bon. C'était Denis Coderre, vous l'avez reconnu, fraîchement de retour de son périple, de son pèlerinage à Compostelle, qui nous annonçait donc la date du 21 juin comme étant la date où il nous fera connaître ses intentions, à savoir est-ce qu'il se lance ou non dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô? Est-ce que quelqu'un doute encore des intentions de Denis Coderre à la suite de tout ça, Yasmine? Écoute, je suis allée en fin de semaine regarder comment il a annoncé qu'il se lançait à la mairie en 2013, comment il a annoncé qu'il se relançait dans la mairie en 2021. Puis les phrases qui revenaient le plus dans les articles, tant pour l'un que pour l'autre, c'est soit le secret le moins bien gardé en ville, soit le secret de Polichinelle. Disons qu'il garde la même recette de Nicodère, là. Tu sais, on a exactement le même état d'esprit. En 2013, il l'avait annoncé au mois de mai, la veille de l'anniversaire de la fondation de la ville de Montréal. Tu sais, il y a toujours une excuse là-dedans. C'est toujours... Il y a toujours un concept, puis les phrases, ça va toujours être les mêmes. Redonner, avant c'était me redonner Montréal aux Montréalais, maintenant c'est redonner le Québec aux Québécois. Il faut s'assumer, il faut les bonnes personnes aux bons endroits pour prendre les bonnes décisions. Moi, j'ai déjà écrit le discours de Denis Coderre du 21 juin. Oui, je vois ça. Il va sauver du temps. Il va sauver du temps. Marc-André? Je pense que lui-même l'a déjà écrit. Il l'a écrit en 2013. Non, effectivement, il n'y a pas grand suspense là, parce que en plus, il nous dit qu'il va se rendre à Québec, parce qu'on sait qu'il veut se présenter ici, là, dans la grande région de Québec. La journée, le 21 juin, journée nationale des peuples autochtones. Tu sais, tu fais pas tout ça, tu fais pas 250 km, la journée nationale des Autochtones pour dire que tu te présentes pas, là. Tu sais, je veux dire, ça serait vraiment incongru comme raisonnement, mais il fait quand même, même si Denis Coderre, ça fait un bout de temps qu'on en parle, même s'il est allé à Compostelle, puis bon, on sait tout là, le nombre de pas qu'il a marché, puis à quelle vitesse, puis qu'il a mouillé plusieurs journées consécutives. Il fait quand même 51 semaines avant le vote, hein, parce que 21 juin 2024, le vote est le 14 juin 2025. Là. Fait que c'est pour lui, là, ça a été quand même extrêmement long, là, en termes de se lancer versus le moment où ce que les gens vont voter. Et ça va avoir, je pense, une pression sur les autres. Là, parce que tu sais, le 21 juin, là, habituellement, tu sais, la politique, c'est un peu terminé. Le Salon Bleu, il est fermé pour l'été. La Chambre de communes également. Fait qu'on est en mode estival. Là, comme ça, le 21 juin, la confirmation de Denis Coderre, ça va avoir un impact quand même sur la course. Parce que le 21 juin, à moins qu'il y ait bien des sujets, ça va retenir l'attention dans les médias. Probablement que nous, les analystes là, qui sommes un peu en congé, on va ressortir cette journée-là pour analyser ça. Fait que ça fait en sorte que ça va amener de la pression sur les autres. Et là, le jeu des téléphones va commencer. Et certains qui se prennent l'été, là, certains qui auraient aimé ça peut-être se lancer au début 2025 n'auront pas le choix là, de peaufiner leur réflexion là, au cours de la saison estivale. Là. Parce que Yasmine, effectivement, il va y avoir une espèce d'effet domino là, lorsque Denis Coderre va confirmer sa candidature, parce qu'actuellement, on a l'impression que tout le monde observe tout le monde. On entend des noms qui circulent, toutes sortes de rumeurs, mais les gens hésitent à sauter dans la piscine. Ouais, mais il y a des raisons aussi très techniques et administratives pour lesquelles les personnes ne veulent pas annoncer le plus tôt possible. Dès le moment où tu l'annonces officiellement, comme le fera Denis Coderre le 21 juin, toute dépense liée au leadership est comptabilisée comme une dépense de campagne. Ce qui n'est pas le cas tant que tu n'annonces pas. Fait que le monde qui veulent faire des tournées de région là, pendant l'été, là, puis qui veulent pas avoir à justifier ça, qui veulent pas avoir à inscrire ça dans les dépenses électorales, là, veulent attendre au plus tard possible pour ne pas avoir une pression financière. Denis Coderre, dès le 21 juin, là,
tout ce qu'il fera, tout ce qu'il dira, tout ce qu'il dépensera sera considéré comme une dépense de campagne qu'il devra financer à travers des donations, aller ramasser des fonds. Puis quand on sait que ramasser de l'argent maintenant, c'est devenu non seulement difficile, mais très encadré. Dans le cadre d'une course électorale, une course au leadership, c'est 500 $, il me semble, maximum que l'on peut donner. Il faut beaucoup de monde pour financer une campagne au leadership. La technique, je pense pas que d'autres vont suivre Denis Coderre en début d'été ou pendant l'été. Non. Je pense qu'on va commencer à avoir le bal de ceux qui vont annoncer tranquillement leurs intentions à partir de l'automne, la mi-automne, parce qu'ils ne gagnent rien administrativement et techniquement que de l'annoncer. Non, je suis d'accord avec toi, Yasmine, sauf que c'est juste tannant, tu sais, pour toutes les raisons que t'expliquer, puis également pour ceux et celles qui ont des emplois, là, tu sais, là, si tu t'annonces parce qu'il faut que tu quittes ton poste actuel, ça, c'est tannant également. C'est juste tannant quand il y a le premier qui s'annonce, là. T'es mieux quand, tu sais, il y a personne de lancer, il y a personne qui est parti à courir, comme ça permet, toi, de faire tes réflexions, de consulter, de faire des tournées, que ça soit comptabilisé. Puis là, si tu t'annonces en octobre, novembre, décembre ou même janvier 2025, ben t'es pas comme 6 mois après le premier qui s'est lancé, là. Surtout qu'on sent au PLQ, il y en a aussi qui veulent pas de Denis Coderre, là. Fait que c'est sûr qu'après ça, il va y avoir de la pression encore plus, là. Fait que le 22 juin, là, le 21 juin au soir, là, une fois que M. Coderre est lancé, là, ceux et celles à l'interne, là, qui l'aiment plus ou moins ou qui souhaitent pas sa venue au PLQ, ben, il va mettre encore plus de pression sur les autres noms qu'on entend pour dire « Hey, il faut que tu te prépares, là, Denis il est parti. » Puis là, tu vas entendre que Denis Coderre, il a mangé avec tel organisateur en Montérégie. Fait que là, tu te dis « Ben, allez, vas-tu y aller? » Fait que c'est ça, le problème, que quand le premier se lance, c'est que ça fait boule de neige, là. Et là, les autres regardent ça, puis là, toi, t'es en réflexion, tu peux pas t'annoncer tout de suite. Fait on va peut-être avoir une première candidature avec Denis Coderre le 21 juin, puis la deuxième candidature va peut-être arriver le 21 novembre, là. Fait qu'il va y avoir quand même un écart important entre les deux, et c'est là que M. Coderre donne le coup de départ à la course, même si vraiment les candidatures, tout ça, puis toute la paperasse, puis tout arrive plus. Tu sais, officiellement, la course là, est plus au début 2025 que le 21 juin 2024. Ben oui. Le journal nous apprend que pour 10 patrons d'Hydro-Québec, ils ont eu droit à une rémunération de plus de 275 000 $, Marc-André, mais est-ce qu'Hydro-Québec a manqué de transparence dans toute cette démarche-là d'accès à l'information? Ben, je pense que oui. C'est sûr qu'on va tout dire le secret professionnel, industriel pour pas compétitionner. Mais tu sais, en Ontario, dans le journal, c'est bien relaté. En Ontario, on le fait là, pour les salaires de plus de 100 000, la fameuse Sunshine List. Hydro-Québec, là, ça nous appartient. Hein? Hydro-Québec, on a pris une décision il y a plusieurs années de nationaliser l'hydroélectricité, de faire des barrages. On est fiers de ça. Mais ça vient également avec un devoir de redevance, là, un devoir de transparence versus les Québécoises et les Québécois, là. Fait que c'est pas normal présentement ce qu'on lit ce matin que on a voulu cacher puis qu'on veut pas donner tous les chiffres puis qu'on dirait que ça serait pas bon ça serait pas un secret industriel, mais tu sais, donc Québec c'est un monopole, là. Tu peux pas aller travailler pour un autre. Oui, il y a des compagnies qui travaillent dans le domaine énergétique, là, mais tu peux pas aller travailler. Il y a pas de au Québec, là, il y a pas de concurrent direct à Hydro-Québec, là. Fait que moi je trouve qu'on pousse un peu fort lorsqu'on nous sort le secret professionnel, surtout avec tous les enjeux qui touchent Hydro-Québec actuellement. Je pense qu'ils n'ont pas le choix vraiment de montrer là, patte blanche, là. Yasmine, on apprend entre autres là-dedans que c'est pas Michael Sebia avec ses 639 000 $ qui est le plus payé chez Hydro-Québec. Ben non. Il y a de ces personnes-là qui sont moins connues, moins sous les feux de la rampe, moins dans le spotlight, là, qui font de l'argent, hein, dans la fonction publique, qui font de l'argent dans les sociétés d'État. Moi, je m'explique mal cette opacité de la part d'Hydro-Québec. Ça reste après tout une société d'État. Peut-être qu'elle évolue dans un monde compétitif à l'international. Toujours est-il que le modèle qu'on a choisi collectivement ici au Québec, c'est un modèle de société d'État. Au même titre que la SAQ, au même titre que la SQDC, au même titre que l'Auto-Québec. Et je vois pas pourquoi on aurait les salaires d'autres organisations. On a fait évidemment, et je pense avec raison, toute l'analyse des salaires de la future agence Santé Québec. Pourquoi Hydro-Québec échapperait à cette réflexion-là, à cette transparence qu'exige la forme juridique, la forme qui a été choisie ici au Québec.
ils vont devoir nous expliquer pourquoi Pierre Deport touche 707 000. Jean-Hugues Lafleur, Marc-André, 766 000. Claudine Bouchard, elle, 841 000. Ben oui. Wow. Wow. Mais moi, Alexandre, là, ça me dérange pas. Moi, mon rêve dans la vie, là, c'est de payer travailler 1 chez million en Hydro-Québec. impôts. Non, c'est pas moi. Je suis pas sûr ce que je ferais là, mais mon rêve, là, c'est de gagner 1 million, de payer 1 million en impôts. Parce que si j'en paye 1 million en impôts, je vais en faire beaucoup. Je veux dire, moi, je veux pas empêcher les gens de bien gagner leur vie. C'est pas ça le problème. Drôle de rêve. J'en ai d'autres, là. J'en ai d'autres, Yasmine, reste sur toi. Mais, quand on regarde là, la situation du réseau, là, la semaine passée, on lisait, là, il y avait un rapport interne là, qui disait que 70% des infrastructures stratégiques à Montréal là, sont de façon très préoccupante, là, sont jugées. Là. Ben, moi, ça me dérange pas qu'on leur donne des bons salaires Hydro-Québec. Ça me dérange pas que ces salaires-là soient compétitifs par rapport à ce qu'ils peuvent gagner dans l'écosystème énergétique mondial. Là. Mais ça prend des résultats. Mais c'est ça le problème présentement. Au Québec, on est juste tanné, là. Tantôt, Yasmine, tu faisais référence à Santé Québec. Ça va être des gros salaires aussi. Du 254 000, du 338 000, du 388 000 pour être vice-président aux ressources humaines, par exemple. C'est pas grave. Tu sais, les gens sont prêts à accepter ça, là. Parce que ça va être des postes que tu vas travailler 60-70 heures par semaine. Mais donne-moi des bons services en retour. Ça va-tu changer? Marc-André, Hydro-Québec, le réseau est plus fragile que jamais. Ils vantent un peu, là, un petit... Moi, je suis nerveux. Honnêtement, chez moi, je suis nerveux, là. Dès qu'ils ventent un petit peu, dès que tu vois les fils bouger un petit peu, là, tu vas-tu manquer d'électricité? Moi, la semaine passée, il y a eu des orages, autant à Montréal, du côté de Québec. J'ai dit, ça y est, on perd le courant. Tu sais, ils mouillent, tu perds le courant. Ils vendent, tu perds le courant. Si un jour impair, tu perds le courant. Fait que c'est quand tu perds pas le courant. Mais au-delà de ça, tu sais, tout ce qu'on nous a dit pendant de nombreuses années, qu'on était en surplus énergétique, qu'il fallait exporter parce que on sait plus quoi faire avec l'énergie puis avec l'hydroélectricité tellement qu'on avait. Puis finalement, depuis à peu près 18 mois, là, le discours a complètement changé. Puis là, on est rendu qu'on n'en a plus assez. Puis mon Dieu, il va falloir se rationaliser. Puis ça va toucher les dividendes qui sont versés au ministère des Finances. Ces personnes-là sont payées grassement pour s'assurer que tout ça n'arrive pas. Pour s'assurer d'avoir une bonne projection, de savoir où est-ce qu'on s'en va des années d'avance. C'est là où, moi, je me dis, il y a quelqu'un qui a pas fait sa job. Clairement. Puis honnêtement, la sous-question, c'est, il est payé combien? Yasmine, l'attaque sur ce traducteur judiciaire au palais de justice de Longueuil, heureusement, il s'en est tiré, là, mais c'est pratiquement miraculeux, avait fait susciter énormément de questionnements sur la sécurité dans les palais de justice. On s'aperçoit qu'il y avait vraiment des disparités entre Montréal, où la sécurité était beaucoup plus élevée, versus juste de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent à Longueuil ou ailleurs en région. On est en attente d'une annonce du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, sur la sécurité dans les palais de justice. Mais Yasmine, est-ce qu'on est trop lent à réagir? Puis pourquoi faut encore toujours attendre un drame avant de se réveiller puis avant d'allumer? Ben, d'après ce qu'on comprend quand le gouvernement nous explique, puis François Bonnardel nous l'a expliqué au lendemain de cette attaque de cet interprète judiciaire qui a été attaqué dans le palais de justice de Longueuil, c'est qu'il n'y en a pas de problème. Et on n'avait pas de problème. Le syndicat n'est pas d'accord avec ça, les agents correctionnels? Les agents correctionnels sont en effet pas d'accord avec ça parce qu'ils font des saisies d'armes blanches et tout. C'est qu'il n'y a même pas de portail de sécurité dans les palais de justice hors Montréal. Ça, je pense que la première des choses, c'est d'avoir un portail de sécurité. Là, un peu comme tu vas à l'aéroport, là, de s'assurer que les personnes qui rentrent là n'ont pas une arme blanche, n'ont pas un objet contendant avec lequel ils peuvent faire mal. Moi, je pense que c'est un minimum requis dans tous les palais de justice. Il y a quand même là des criminels, il y a quand même là des témoins, que il y a aussi du personnel qu'il faut protéger. Je pense que c'est là-dedans que va s'inscrire le gouvernement aujourd'hui. Ça coûte cher. Non seulement ces machines-là coûtent cher, mais les maintenir, les garder en bon état, d'avoir les employés pour les opérer, ce sont des coûts. Il faut faire des choix, mais je pense que la sécurité du monde, c'est un choix qui s'impose par lui-même. Marc-André?
Ben, tu sais, t'as raison, Alexandre, de rappeler que M. Bonnardel, suite à ça, nous dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais si, en ce 3 juin, à 9h30 à Longueuil, il fait une annonce avec son collègue Simon Jolin Barrette, C'est c'est peut-être parce parce qu'il qu'il y y a avait un problème. problématique, là. Ben, c'est parce qu'au moins... Mais je trouve ça quand même... Sérieusement, ce matin, quand je regardais un peu là, les avis aux médias, là, puis sur le site du gouvernement, dans ma tête, là, ce dossier-là était un peu réglé, là. Je trouve ça... J'étais un peu surpris qu'on ramène ça un 3 juin, là, surtout après qu'on nous ait dit qu'il n'y avait pas de problématique, là. Clairement, il peut en... C'est sûr que peut-être qu'il n'y en a pas eu des millions de cas, mais un palais de justice avec, par nature, les gens qui fréquentent le palais de justice, surtout dans des causes criminelles, par exemple, ben, tu dois t'assurer d'avoir une sécurité exemplaire, là. Tu peux pas prendre Minimum. un risque, là. Mais un minimum. Tu sais, on a renforcé la sécurité dans les aéroports, par exemple. Mais, oui, parce qu'il est arrivé des situations, mais c'est sûr que bien des vols étaient sécuritaires, mais un palais de justice, par nature, par les gens qui la fréquentent, surtout lorsqu'il y a des chambres criminelles, il me semble que ça prend un minimum de sécurité, puis de sécurité également pour les gens qui y travaillent, là. Parce que dans 99% des cas, si tu vas au palais de justice, c'est pas une bonne nouvelle. Sauf peut-être pour te marier. Dans certains cas. Ah. Ouais, mais même on là. s'entend, Pas il une y a bonne- une tension. Même là. C'est... Même là. Ça dépend de la finalité du mariage. Ah oui, c'est drabe. Marc-André, merci à vous deux. Salut. Bye bye.